Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette édition d'information. Le plaisir est pour nous de vous informer. Deux titres dans ce journal. Les populations des quartiers PK11, PK12 font face à d'énormes difficultés de déplacement dues au mauvais état de la route, malgré les multiples appels lancés en l'endroit des autorités compétentes. Ce sera avec Fabiola Mengue. Et nous parlerons également des consultations gratuites sur certaines pathologies organisées par le mouvement Évangile et Santé de l'Église catholique du Gabon à la grande satisfaction des populations. Merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Les routes du PK11, PK12 arborent un visage désolant. Depuis plusieurs années, les populations des 10 quartiers vivent le calvaire au quotidien. Le constat a été fait ce matin par Fabiola Mengue et Yasser Nicolandon. Habitants des quartiers PK11 et PK12 éprouvent d'énormes difficultés dues au mauvais état de la route. Nids de poules, nappes d'eau et cratères ont investi la voie, rendant ainsi l'accès dans les différents quartiers difficiles. Les riverains n'ont d'autre choix que de s'embarquer dans des véhicules de fortune, à défaut d'aller à pied. Après une grande averse, seuls les véhicules 4x4 y accèdent, mais, avec toutes les peines du monde, le désarroi est à son comble chez les riverains. 5, 6 ans, 7 ans, parce que vraiment le pays n'avance pas. Pas que le pays n'avance pas, mais notre quartier n'avance pas. Ça veut dire que c'est comme si on est oublié. On est en 2017 et on est comme si on est au village à Bizango. Parce qu'ici on appelle Bizango Bibere. Pourtant on a un ministre qui habite là, qui est ministre délégué à l'habitat. Mais elle ne fait même pas un effort pour nous aider. Elle passe là avec ses grosses voitures, mais elle ne nous aide pas. Donc depuis, il n'y a jamais eu de travaux. Il n'y a jamais eu de travaux. Ils ont essayé de gratter, après gratter, comme vous voyez là. On est obligé d'avoir 2, 3, 4 chaussures pour se lever le matin pour aller souffrir. Sinon on se lever à 5 h du matin pour avoir quelque chose. Mais attendez, on avance pas ou on n'avance pas? Restés en l'état depuis de nombreuses années, les riverains comprennent mal le mutisme des autorités en charge de ces questions. La route, moyen de communication, devrait être au centre des préoccupations du gouvernement, d'autant plus que Libreville ne cesse de s'agrandir. Le SINAMOPS, syndicat national des agents de la main-d'œuvre non permanente de la santé, procède depuis quelque temps à la mise en place des cellules syndicales, comme ça a été le cas au centre hospitalier universitaire d'Angondé. C'est en présence de Marielle Ecom sur les images de nos confrères de TV+. Procéder à la mise en place des cellules syndicales de la santé, c'est ce à quoi s'attelle le SINAMOPS, syndicat national des agents de la main-d'œuvre non permanente de la santé, depuis quelque temps. Après des installations dans les capitales provinciales et les départements, le cap a été mis sur Libreville, notamment dans les CHU, centres hospitaliers universitaires. Au centre d'Angondé, l'élection du bureau a donné l'occasion au président de rappeler le bien fondé de ces installations. Je voudrais mettre en place les cellules SINAMOPS dans les CHU, puisque les centres médicaux en ont déjà, afin de mettre en place le bureau provincial de l'estuaire. La mission du SINAMOPS, lorsque je mets une cellule quelque part, c'est celle qui sert d'interface avec la direction. Parce qu'à un moment où on verrait qu'il y a le directoire, il y a la surveillance générale, il y a le chef du les DRH, il y a le chef du personnel, mais il n'y a pas de responsables syndicaux. Donc, en mettant en place les syndicats, ce sont eux qui serviront d'interface s'il y a des problèmes entre agents et que la direction voudrait bien discuter, mais il faut qu'ils rencontrent les responsables du syndicat pour discuter avec le directoire pour voir combien il faut remédier à certains problèmes. C'est donc Gabin Mundjengu, élu à l'unanimité, qui devra diriger la cellule du CHU d'Angondé. Ce dernier, qui semble ne pas aller par le dos de la cuillère, décline déjà les batailles qu'il compte livrer. Dès l'instant que j'ai été élu, je vais m'atteler à pouvoir améliorer les conditions de travail et de vie de mes collègues au niveau de la structure du CHU d'Angondé. Et nous pensons que l'administration pourra être maintenant attentive parce qu'ils savent que face à ça, si à plusieurs interpellations, il n'y a pas un retour d'eux favorable,
forcément, nous allons nous entourer de toutes les dispositions juridiques qui feront en sorte que nous allons passer à des visiteurs supérieurs pour qu'on puisse obtenir ce que nous voulons pour les meilleures conditions de travail et de vie. Des cellules qui serviront d'interface avec les différentes directions. On parle d'insécurité à Libreville avec ce cas d'agression au relent de règlement de compte, la partialité du procureur de la République et les agents de la police judiciaire est indexée par les victimes. Écoutons-les, ils répondent aux questions de Pierre Parfait en Badicombe. Comme vous le constatez, ils m'ont cassé le bras avec une batte de baseball, ouvert le crâne avec la même batte, le dos, vous voyez, avec les bouteilles qui m'ont poignardé. Aujourd'hui, je suis là allongé. Je vois les gens qui cognent. Coco. Oui, c'est qui? C'est le même Dao que je vois venir avec les agents de la police judiciaire. Oh, c'est comment? Oh, tu m'as agressé avec... C'est lui qui me fait maintenant le retour, que c'est moi qui l'ai agressé avec ses frères. C'est là que je dis, quel frère? Oh, Hoffman et les autres. Je dis, ça c'est quelle histoire? Ils sont venus, ils ont commencé à fouiller la maison. Hoffman est où? J'ai dit où? Ndao. C'est là où les agents, j'ai dit, attendez, quand vous venez ici là, vous ne voyez pas que c'est moi qui suis touché. La personne qui m'a fait ça, c'est lui qui est avec vous, Ndao en question. Ce matin, j'étais à la SCG pour chercher à acheter des compteurs de courant et d'eau. Subitement, on m'a appelé chez moi à la maison au 6. Il y a des agents de la police judiciaire dans ma maison en train de fouiller toute la maison. Donc je suis venu d'Arda, étant donné que j'avais de l'argent caché à l'intérieur. C'est la raison qui a fait en sorte que je viens de Dardar et en même temps je cherchais à savoir pourquoi ils sont à la maison. Et subitement on m'a pas dit, on m'a juste dit qu'ils ont arrêté tout le monde. Je suis arrivé, j'ai trouvé à la maison, tout était dans la merde. Le blessé que vous avez vu tout à l'heure était allongé. Il m'a dit ils ont tous pris la poudre, ils sont passés par l'arrière de la maison. Subitement je les ai suivis. Et j'ai trouvé tous les agents de cette police judiciaire regroupés avec celui qui a agressé le concerné. Tous regroupés en train de traiter à huis clos. Je les ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il paraît que vous me cherchez. Ils m'ont dit non, on ne te cherche pas. De toute façon, on était déjà chez toi, c'est bon. Tout va se régler comme ça. On amène les frangins à la barre. J'ai dit, ils sont reprochés de quoi? Vous n'avez pas vu le blessé et vous êtes avec le responsable, le coupable, celui qui a créé tout ça. Parce qu'ils sont tombés sur lui en l'agressant dans la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont fait comprendre qu'ils ont l'ordre du procureur de la République, et Sonondo. C'est lui qui les a envoyés. Je les ai demandé de me montrer l'ordre du procureur. Comme ils m'ont dit le mandat de perquisition, tout chez moi. Je les ai demandé le mandat de me montrer ça. Puisque j'étais pressé, je n'étais pas encore parti fouiller chez moi pour constater que l'argent a disparu. Je suis arrivé, dans mes cachettes, j'ai trouvé qu'il manquait 3 millions. J'ai fouillé quelque part où ils ne savaient pas que j'avais aussi de l'argent. J'ai trouvé les 1 million que vous voyez. Ils ont pris 3 millions de francs CFA dans ma maison. Ils ont agressé mon frère parce qu'ils l'ont brutalisé et ils sont partis à huis clos. Ils m'ont appelé pour me demander, après ils m'ont rappelé là tout à l'heure, si on peut écouter les écoutes téléphoniques, ils m'ont appelé tout à l'heure pour me demander de les envoyer 200 000 francs pour libérer mes frères. Comme j'ai refusé de leur envoyer ça, j'ai dit que je vais faire de ça une affaire publique. C'est comme ça qu'en vous appelant, il paraît que là ils m'appellent, ils venaient de m'appeler là 5 minutes avant que vous n'arriviez pour me dire qu'ils sont à la BAC, que je viens traiter avec à la BAC. Mais il paraît que vous me cherchez, moi-même je suis là, vous ne m'arrêtez pas. Vous avez été envoyé par le procureur général pour venir m'arrêter. Ou c'est moi, ou c'est celui qui est blessé. Comme vous le comprenez. À Port-Gentil, l'édile de la commune Bernard Aperano sort d'une mission en Afrique du Sud, occasion pour lui de faire le point avec ses collaborateurs. Le compte rendu est signé d'Estranel au venant de Média Plus. De retour dans la capitale économique du Gabon après une mission qu'il aura effectuée à Johannesburg et Cape Town en Afrique du Sud, le maire Bernard Aperano a tenu à rencontrer l'ensemble de ses proches collaborateurs, autrement dit ses adjoints et les maires d'arrondissement de la commune. L'objectif de cette séance de travail étant de rendre compte des différentes activités menées tout au long de son séjour. Nous avons une délibération qui autorise le maire à rechercher des partenaires en vue de la construction des logements sociaux. Donc c'est dans cette optique que nous sommes rendus en Afrique du Sud. Nous avons été invités par un partenaire, Pyramid Construction, et avec qui nous avons évoqué la possibilité de venir à Port-Gentil et pour pouvoir profiter de leur financement
Il faut le dire, ça ne va pas être un financement de la municipalité, c'est un financement sud-africain. Donc tout ce qui nous reste à faire ici, c'est de trouver des espaces, des terrains au nom de la municipalité pour faire en sorte que cet investisseur puisse venir à Port-Gentil et commencer ses logements. Ça va être des logements, une vente directe, c'est-à-dire qu'ils construisent et ils revendent. C'est un peu le modèle sud-africain qui se fait en ce moment là-bas. Donc il était tout à fait normal que je puisse partager avec l'ensemble des maires des arrondissements, des adjoints de la mairie centrale, un peu le but de cette mission. Saisissant ces instants, l'édile de la commune de Port-Gentil avait pour autre obligation de prendre aussitôt attache aux préoccupations de sa circonscription administrative. Et ensuite, nous avons profité de faire un tour de ville, parce que nous savons que cette ville, en saison de pluie, elle est inondée. Donc nous avons évoqué ces sujets pour regarder très rapidement qu'est-ce que nous pouvons faire en matière de propriété de la ville également. Et je crois que nous avons pris des décisions qui vont s'appliquer dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Conscient de l'urgence que revêt ces préoccupations majeures, l'équipe municipale est désormais attendue sur les artères de la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime pour tenter de remédier un tant soit peu à ces nombreuses difficultés liées au non-respect des exigences environnementales. Rien à voir avec ce qui précède, le mouvement évangéliste santé de l'Église catholique du Gabon, avec l'appui de la logistique de la clinique Monseigneur Jean-Martin Adam, a organisé une journée de consultation gratuite sur certaines pathologies. Le reportage est signé Ephraim Bioguedzo sur les images de nos confrères de TV+. Se mettre au service de l'humanité par les soins gratuits et dépistage de bon nombre de pathologies qui font rage au sein des couches sociales vulnérables, le cancer, l'hypertension, le diabète et bien d'autres, s'inscrit dans le plan d'action mis en œuvre par le mouvement catholique Évangile et Santé avec l'apport logistique de la clinique du Monseigneur Jean-Martin Adam en cette fin de carême. Des conférences, débats et autres enseignements ont eu lieu à l'endroit des patients, le tout sous l'œil bienveillant des spécialistes. Il s'agit des professeurs qui sont là. Il y a le professeur Assengol qui est neurologue. On a 3 professeurs qui travaillent au service de cancérologie à Ovendo. On a un conférencier qui est malade et qui donne son expérience, comment il faut éviter le diabète et comment il faut se protéger. Donc ce matin, on a eu la conférence après la prière et là maintenant, c'est des dépistages de différentes maladies. Pour parler des dépistages à proprement dit, le tout s'est bien déroulé. La prévalence vaut mieux que ses conséquences, lesquelles sont dans la plupart des cas dévastatrices. Les premiers signes ou les signes qui peuvent orienter vers une atteinte cérébrale, étant donné que l'AVC, accident vasculaire cérébral, est un phénomène uniquement cérébral. Tout se passe dans le cerveau et si on est à côté de quelqu'un qui fait un malaise et qu'on veut savoir si le cerveau est touché, on a quelques petits signes, on n'a pas besoin d'être médecin, qu'on peut lui demander. Le premier des signes, c'est lui demander de prononcer une petite phrase. Par exemple, ce matin, je vais à l'hôpital et vous évaluez est-ce qu'il le fait bien. Et à ce moment aussi, vous pouvez regarder s'il a certains mimiques qui ne sont pas habituels. Et dans ces mimiques, c'est l'aspect du visage. À ce moment, il fait une grimace en parlant, vous pouvez remarquer que un des côtés du visage n'est pas pareil. L'un fonctionne mieux que l'autre. Ça, c'est le deuxième signe. Donc, vous pouvez aussi lui demander de sourire ou de faire une grimace. Au cours de cette grimace, vous pouvez observer qu'il n'y a pas de symétrie entre les 2 parties du visage. L'autre chose, s'il est debout, demandez-lui de se tenir sur un pied. S'il y a un trouble de l'équilibre, il ne pourra pas tenir. Vous pouvez aussi lui demander de tendre les bras devant lui et vous allez observer
la chute d'un bras d'un côté, c'est le côté qui s'est affaibli. À ce moment-là, vous pouvez déjà l'orienter vers une structure d'accueil pour faire les gestes d'urgence. Le dernier signe, qui est un peu plus compliqué, c'est lui demander d'ouvrir la bouche et de vous montrer sa langue. Et là, s'il y a eu une déviation de la langue, mais ça, vous prenez un des signes que je viens de citer pour voir si votre malade est en difficulté cérébrale. Une hygiène de vie s'impose afin d'éviter toute attaque aux conséquences dramatiques. Une opération saluée par la majorité des patients rencontrés sur le site, c'est ce que nous rapporte ici Euphrem Bioguedzo sur les images de nos confrères de TV+. Je suis venu pour la prévention, vu que nous sommes malades ignorants. Donc c'est l'annonce de l'Église qui m'a permis d'être ici pour profiter de l'occasion qui nous est offerte. Comment est-ce que vous trouvez l'initiative? Elle est bien, dans la mesure où elle nous permet de voir si nous pouvons encore ajouter quelques années dans nos vies, tout en prenant des précautions maintenant, dans la mesure où on mange beaucoup de choses sans pourtant maîtriser les éléments qui sont dans les repas que nous consommons par jour. Quel est le conseil que vous donnez à l'endroit de ceux-là qui ne procèdent pas forcément comme vous aujourd'hui? Bon, le conseil que je peux adresser à mes frères, c'est de profiter souvent de ce genre de situation, dans la mesure où nous ne sommes pas toujours attachés, je vais dire, à la prévention. On agit souvent lorsque le cas est grave. Entre-temps, quand il y a des campagnes de ce genre, qu'on en profite. Nous ouvrons à présent le volet politique de cette édition d'information. Plusieurs personnalités de l'Union nationale sont sanctionnées pour leur participation au dialogue national convoqué par le parti au pouvoir. C'est le cas de Ghislain Ledoux-Mbo qui a animé une causerie du côté de la cité de la Caisse. C'était en présence de Euphrem Bioguedzo et Bertrand Okmileka. Suite aux sanctions qui frappent certains militants de haut rang de l'Union nationale pour cause leur participation annoncée et effective au dialogue convoqué par le parti au pouvoir, le Bureau national de l'Union nationale, réuni en séance ordinaire, est revenu sans demi-mesure sur les conclusions du Conseil extraordinaire du 22 octobre 2016 sur sa non-participation à ce dialogue. Malgré ce blackout, certaines têtes se sont levées et ont jugé opportune d'y prendre part. Le lendemain, des mesures ont été prises à leur rencontre par le Bureau national de l'Union nationale, une position très vite réfutée par la partie incriminée qui qualifie les décisions prises d'arbitraires. Il s'agit des pratiques antidémocratiques qui montrent qu'il y a l'exercice de la dictature au sein de l'Union nationale. Madame Estelle Ondor, Monsieur Ghislain Ledoux-Mbo, Monsieur Mac Djoktan ont pris leurs responsabilités pour mettre un terme à ça. Nous donnons du temps à la direction de ce parti de partir parce qu'il y aura les vagues qui vont arriver au sein du parti. Un tsunami arrive, un tsunami fort pour dégager cette direction du parti qui est révolue et qui doit se retrouver au Conseil des sages. C'est la dernière fois que je le dis. D'autres anciens cadres du parti sont dans le viseur du Bureau national. Il s'agit de Mike Steve Joktan, Patrick Yogwedzan et Marcel Biko Moussavou. L'autre fait que nous voulons démontrer ici, c'est qu'au sein de ce parti, il y a les ressortissants d'une certaine ethnie qui sont exclus. Monsieur Mac Djoktan, de l'ethnie omienais, a dit oui au dialogue. Il n'est pas exclu. D'autres ressortissants du pays, membres de ce parti, d'autres ethnies ne sont pas exclus alors qu'ils ont dit oui au dialogue. Madame Estelle Ondor a été exclue parce qu'elle est du Olentem. Monsieur Ghislain Ledoux est exclu parce qu'il est du Olentem. C'est deux poids, deux mesures pour les mêmes faits. D'aucuns s'aventurent aujourd'hui à qualifier l'Union nationale de formation clanique si tel n'est véritablement pas le cas, que les mesures soient prises au cas par cas selon les statuts du parti.
Nous restons toujours avec cette formation en politique, des causeries politiques sur le terrain, des sanctions en interne face aux récalcitrants. Qu'en est-il de l'Union nationale? Que reste-t-il? Élément de réponse dans cette analyse d'Arnaud Mbabekong. Créé en 2010, au lendemain de l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, à la volonté de ses pères fondateurs, Feu André Mbaobam, sans parti politique à cette époque, Gérard Elangema, Feu Pierre Claver Nzengebom et Zachary Miboto, son président actuel, l'Union nationale n'a pas dérogé à la règle de la déchirure qui a souvent caractérisé et phagocyté certaines formations politiques gabonaises. Après avoir suscité un réel espoir de parvenir à l'alternance politique de manière démocratique, c'est-à-dire par la voie des urnes, l'Union nationale s'est dressée dans l'arène politique gabonaise tel un colosse entraînant des foules, résultante d'une adhésion massive, un engouement qui ne faiblit pas du tout après la dissolution du parti à la suite de la prestation de serment de son secrétaire exécutif André Mbaobam, autoproclamé président de la République, chef de l'État. Tombé malade quelques mois et contraint à l'exil médical long de plusieurs années, c'est à cet instant que finalement le colosse Union nationale Gabon pour tous va devenir un colosse aux pieds d'argile. Le parti de Gringol, d'un côté les souverainistes et de l'autre la souche de l'ex-UGDD, la corde devenant ainsi raide, le parti amorce une descente vers un essoufflement inquiétant. Il est encore devenu, après le décès d'un de ses membres, Amo. L'action Modernité Ouverture qu'il a insufflé au parti de son vivant s'est plutôt transformée en amertume, mésaventures organisées exprimées par certains sympathisants. Les départs ont été très vite enregistrés. Son vice-président Jean Yegendong insidieusement fut le premier. Les départs aboutissant parfois à la création d'une aile du parti, le cas du secrétaire exécutif adjoint Gérard Elangema. D'autres mésaventures seront évidentes. Le parti n'arrive pas à cadrer ses cadres qui vont à l'encontre des positions adoptées par le parti. La participation au dialogue national inclusif et sans tabou, voulu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de ses membres proposés aujourd'hui au Conseil de discipline, sont autant de signes qui pourraient plomber irréversiblement l'Union nationale, accusée aujourd'hui de gestion opaque. En religion, les chrétiens catholiques de la capitale économique ne sont pas restés en marge en ce qui concerne le carême à la paroisse Sainte-Barbe. L'heure est à la prière, c'est ce que nous rapporte ici Estranel Venondon de Média Plus. Débuté au lendemain de la célébration du mercredi des cendres, les chrétiens catholiques repartis à travers le monde sont soumis au temps de carême. C'est depuis 2 semaines déjà que cette période est observée par de nombreux fidèles du diocèse de Port-Gentil, ceci sous la coordination des responsables paroissiaux et à travers qui certains enseignements sont proposés. Il faut dire que le temps de carême a commencé déjà avec le mercredi des cendres, qui était pour nous et pour tous les chrétiens un temps de ressourcement, un temps de grâce aussi, parce qu'on ne voit pas seulement la difficulté, parce qu'on parle de carême, on parle d'abstinence, mais c'est un temps de grâce. Et au sortir de ce temps de grâce, nous renouvelons tout notre engagement baptismal pour demander au Seigneur de toujours nous aider à œuvrer dans cette vie-là, à œuvrer pour le bien et le salut de tous. Pour l'heure, il est indispensable pour le fidèle chrétien, notamment celui qui se voit disposé à la pratique du jeûne, de s'approprier les vertus de la spiritualité, telles qu'explique ici le Père Clovy. L'Église propose des pistes et ce n'est pas une obligation, quand je dirais une obligation forcée, permettez-moi l'expression, le temps de jeûne c'est un temps de préparer, d'entraîner son corps à une espèce d'exercice spirituel. Le jeûne, on ne dira pas à un malade de jeûner parce que soit s'il prenait des médicaments ou pas, non, mais c'est un entraînement, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral, même sur le plan psychique, mais c'est vraiment entraîner son corps à ce combat spirituel, à ce combat, comme dit l'antienne, une des antiennes de Carême qui dit « Entrons les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Donc on entre dans un combat, et ce combat, c'est de tous ordres. La préparation à la célébration de la résurrection de Christ est désormais en cours pour ces milliers de chrétiens résidant dans la ville économique du Gabon. Une période devant leur permettre certainement de plonger dans la conversion en vue de redécouvrir le don de la parole de Dieu.
À Libreville, ils sont de plus en plus nombreux à se connecter à l'onction des révérends Louis et Chantal Sarah en Badinga pour être bénéficiaires du toucher de Dieu à travers les programmes du Centre mondial Shekinah. Le culte dominical qui a connu l'engouement des grands jours a été ponctué par une exhortation de qualité suivie de l'action prophétique. Des délivrances étaient aussi au rendez-vous. Les temps forts dans ce reportage mis en image par Mosconi Ngolba. Le Centre mondial Shekinah continue de faire parler de lui au travers des enseignements qui sont distillés pendant les programmes de ce ministère. Son leader, le révérend Dr Louis Mbadinga, a fait de l'équipement spirituel et le maniement de l'arsenal du combat spirituel ses priorités pour sortir non seulement les familles qui sont embrigadées par les forces des ténèbres, mais aussi notre cher pays. D'où l'adhésion massive des masses qui effectuent le déplacement pour prendre une part active, comme ce fut le cas hier, lors du culte dominical à son quartier général, qui avait pour thème du village à la ville, développé par l'orateur invité, le prophète Fernand Yodé de la Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu s'est appuyé sur le livre de Marc, chapitre 11, les versets 1 à 11. Jésus avait envoyé deux de ses disciples prendre l'anneau qui était attaché au village qui était devant eux. Il a amené les uns et les autres à comprendre que votre vie, vos projets, vos destinées étaient attachés dans un village, mais aujourd'hui, Dieu vous envoie son ange pour vous détacher du village, pour vous amener à la ville. Comme une famille ici, la coupe familiale, il y a un gros manguier. C'est autour de ce manguier qu'ils sont attachés. Amenez-la voir, les enfants de ta mère. L'arbre, amenez-la voir vite. C'est qui en fait. Je veux la puissance. Je dis, le bois par lequel on va l'attacher. Là, ils ont attaché les enfants de ton père et les enfants de ta mère. Je vois les seins tomber. Je vois les seins tomber. Une exhortation accompagnée de l'action prophétique qui a eu l'effet sur la vie des fidèles venus nombreux qui n'ont pas caché leurs sentiments. Les frères et les sœurs, et surtout avec l'homme de Dieu qui est venu en visite chez nous. Vraiment, c'est une grande joie. Surtout, je me sens parmi les privilégiés, tout simplement. Vraiment, je dirais que la parole vraiment m'a beaucoup touchée. Et puis, les actes prophétiques également. Donc, je remercie déjà la présence du prophète Yodé ici au Gabon. Nous sommes partis du village pour la ville. Qu'il y a bien évidemment des forces qui nous retenaient, mais grâce à ces déclarations prophétiques, on a été relâchés, on a été libérés de ces liens-là, de ces chaînes-là. Au niveau de la prédication, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que l'on doit mettre en fait sa confiance en Jésus. C'est que l'on doit laisser Jésus prendre le plein contrôle de nous, malgré les temps et les difficultés. Surtout de ne pas perdre en réalité sa présence. Puisque c'est ça qui fait notre fierté, notre force. Participer aux activités du Centre mondial Shekinah tout en mettant en pratique les enseignements qui sont donnés, c'est choisir de voir sa vie totalement changer. Au sortir de cette rencontre, le révérend Dr Louis Mbadinga a adressé le bilan à mi-parcours de la semaine écoulée au lendemain de la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 11e édition. Nous l'écoutons face à la caméra de Mosconi Ngolba. Nous avons pu voir la grâce tout à fait particulière de Dieu à notre endroit. Ce Dieu a manifesté à notre endroit sa fidélité dans ce sens que toutes les fois où 2 ou 3 personnes sont assemblées quelque part, dans le nom de Jésus, lui, il est au milieu d'eux. Non seulement il est là pour nous bénir, mais il est là également pour nous guérir et pour nous assister à tous les niveaux. Les masses de personnes qui ont effectué leur déplacement, d'ailleurs depuis le vendredi, lors de la 11e édition de la Grande Nuit du Retour à l'Envoyeur, ont pu se rendre compte de la grâce tout à fait variée de Dieu à travers ces différents serviteurs et servantes qu'il a utilisés tout au long de ces temps. Comment ne pas bénir le Seigneur pour particulièrement son serviteur, le prophète Yodé, qui par ses spécificités, au moins des paroles de connaissance, de révélation, et également des paroles d'encouragement, nous a amenés d'une dimension vers une nouvelle.
Désormais, ces 10 jours sont écoulés. Nous entrons dans ce qu'on a appelé la semaine de la délivrance et de la résurrection. Mesdames et messieurs, je vous annonce que ce dimanche 16, ce sera bel et bien le dimanche de la Pâque, bien sûr avec le lundi de Pâques qui sera suivi du mardi. Je vous encourage tous, autant que vous êtes, à vous déplacer massivement du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. J'aurai le privilège de vous accueillir et surtout de vous transporter dans les vagues de l'esprit pour vous amener à réaliser que lorsque le Fils de l'homme est apparu, ce n'était pas avec des discours persuasifs, la sagesse humaine, mais c'était dans une démonstration d'esprit et de puissance, parce que sa parole guérit encore les malades. Où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous attends personnellement ce dimanche matin à partir de 9h, le lundi 17 à partir de 17h, le mardi 18 à partir de 17h. Où que vous soyez, qui que vous soyez, venez et venez recevoir la délivrance qui vous permettra d'accéder à votre pleine résurrection. Que Dieu vous bénisse et c'est moi qui vous remercie. L'actualité hors de nos frontières nous amène d'abord en Égypte où le président de ce pays annonce l'état d'urgence après les attentats survenus au Caire. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. C'est lors d'une allocution officielle à la télévision qu'Abdel Fattah al-Sisi a annoncé une série de mesures pour protéger son pays de la menace terroriste. Notre priorité, c'est la mise en place de l'état d'urgence en Égypte dès que les conditions prévues par la Constitution le permettront. Nous avons décidé de former un haut comité pour combattre le terrorisme et l'extrémisme en Égypte. Et une loi va entrer en vigueur pour donner à ce comité les pouvoirs nécessaires. Une réaction aux 2 attentats qui ont visé 2 églises ce dimanche et qui ont fait des dizaines de morts au sein de la communauté copte. Sur les lieux de l'attaque à Alexandrie, les autorités ont déployé des militaires en renfort. Autour de l'église copte où le kamikaze s'est fait exploser, quelques témoins ont assisté à toute la scène. Quand le kamikaze a demandé au policier de le laisser entrer, il a refusé et lui a demandé de passer au détecteur. Ça a enclenché une alarme et le terroriste s'est fait exploser juste après. Dans cette autre église où a eu lieu le premier attentat dimanche matin, les fidèles participent aux funérailles des nombreuses victimes. Des chrétiens coptes tués par un kamikaze en pleine célébration des rameaux. Je ressens tellement de peine devant cette tragédie. On ne s'attendait pas à ce que des gens qui vivent dans le même pays que nous, des gens avec qui on a partagé tellement de choses, puissent nous faire cela. En Égypte, la communauté copte, qui représente 10% de la population, est régulièrement la cible d'attentats perpétrés par le groupe État islamique. Il y a 4 mois, une attaque suicide contre une église du Caire avait fait une 30aine de morts. En Suède, un homme soupçonné après une attaque à Stockholm a été finalement mis aux arrêts. L'enquête poursuit son cours normal. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. Au lendemain de l'attaque, un premier suspect a été placé en garde à vue. Un homme soupçonné d'homicide à caractère terroriste, annonce le parquet suédois. Il a été interpellé vendredi soir dans la banlieue de Stockholm, quelques heures seulement après l'attaque. Âgé de 39 ans, il serait ouzbek et selon certains médias, il s'agit bien de l'homme sur cette photo diffusée par la police. Un deuxième suspect aurait également été interpellé la nuit dernière. Sur place, les enquêteurs continuent de récolter des indices alors que les hommages aux victimes ont déjà commencé. Le Premier ministre suédois s'est d'ailleurs rendu sur place dans la soirée et pour lui, la nature terroriste de l'attaque ne fait aucun doute. Les terroristes veulent nous faire peur. Ils veulent que nous changions notre comportement, que nous ne vivions pas notre vie normalement. Mais c'est ce que nous allons faire. Donc les terroristes ne pourront jamais vaincre la Suède, jamais. Les images de l'attaque, elles, sont encore dans tous les esprits. Vendredi, vers 15h, un camion volé quelques instants plus tôt surgit à grande vitesse dans l'une des artères les plus fréquentées de la ville. Sur sa route, il percute le plus de piétons possible et termine sa course folle dans la vitrine de ce magasin. Rapidement, les ambulances arrivent, certains blessés reçoivent les premiers secours sur place, à même le sol. J'ai vu 8 personnes se faire rouler dessus et le camion a remonté toute l'artère, de là à là. J'ai vu des corps dans la rue et j'ai vu la police les recouvrir avec une couverture orange. Après l'attaque, une partie du centre-ville a été bouclée et évacuée.
Par mesure de sécurité, la Suède a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. Les stadistes de Mandji remportent la 33e édition de la Coupe du Gabon de handball devant la Jacques, 31 buts à 29 après prolongation. Les précisions avec nos chroniqueurs sportifs maison Ephraim Bioguezo et Fleury Asséondor. La Jeunesse Athlétique Club de Libreville passe une nouvelle fois à côté de la plaque en espace d'un an en échouant de nouveau en finale de la Coupe du Gabon devant les stadistes de Mandji qui ont usé de leur expérience pour atteindre l'objectif final étant celui de soulever le trophée à la fin de l'épreuve. Jeune et physiquement au point, la Jeunesse Athlétique Club concède coup sur coup 19 buts contre 9 alors que l'on jouait à peine 15 minutes, un retard très vite rattrapé par ces dernières qui ont le mérite d'aller jusqu'au terme de la partie en égalité parfaite au score 26 partout. Les prolongations de 2 fois 5 minutes sont à l'avantage des stadistes, 31 buts à 29. Le match a été vraiment difficile, mais effectivement, on avait l'objectif de vraiment conserver notre titre, d'où notre bagarre. On s'est accrochés tout ensemble et la victoire à la fin. La tristesse et la désolation se lisaient sur les visages des sociétaires de la Jeunesse Athlétique Club. Ce n'est que partie remise. Certainement, la 34e édition de la Coupe du Gabon sera la bonne. Arracher cette victoire, c'est l'expérience. Stade Mandji, c'est une équipe qui joue depuis. Elles sont habituées à gagner la Coupe du Gabon plusieurs fois. Nous, c'est la première fois qu'on arrive en finale et on a fait de notre mieux. C'est juste l'expérience qui a manqué. Non, à part ça, ça va. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour une nouvelle équipe en fait. J'espérais avoir la victoire, c'est comme j'ai dit, on ne s'attendait pas aussi à arriver à ce niveau de prolongation. Nous on se disait directement, ce sont des grands, elles sont déjà un peu vieilles, nous sommes jeunes, on peut courir, mais bon, il y a des choses qui arrivent. Voilà. Ce nouveau sacre des stadistes confirme la nette domination des Port-Gentillaises dans cette discipline sur le plan local. Nous restons toujours dans cette discipline. Salinas s'impose devant Phoenix en finale de la Coupe du Gabon Élite A. Messieurs, score final 33 à 29. Nous retrouvons Ephraim Bioguezo et Fleury Asséondor. Les Port-Gentillais dictent leur loi une nouvelle fois aux Librevillois. L'année écoulée, c'est Phoenix chez les hommes qui avait plié les chines devant le stade Mandji. Cette année, cette formation n'a pas pu rééditer l'exploit. Elle tombe cette fois-ci devant Salinas, 33 buts à 29, un score plutôt trompeur, d'autant plus qu'à l'entame de la partie, ce sont les Librevillois qui accrochent les Port-Gentillais et se permettent même de mener au score 7 buts à 4 après 17 minutes de jeu. Un avantage confirmé au terme des 30 premières minutes, 14 à 13, le retour des deux formations dans les vestiaires est plus prolifique en but, 26 buts partout. Les 2 fois 5 minutes de prolongation viendront départager les deux formations, 33 buts à 29 en faveur de Salinas. Le sentiment il est visible, c'est un sentiment de joie, d'émotion, de satisfaction et de tout. Et comme je vous l'ai bien dit, Salinas, quand il est blessé, il devient plus fort. Au départ, on a pris un faux départ pendant la compétition et c'est ce qui nous a révoltés. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse être fort moralement, physiquement, psychologiquement. L'entraîneur, parce que c'est un travail qu'il a toujours fait dans ce genre de situation, pour que quand on se retrouve dans ce genre de situation, on sait comment revenir. C'est un travail qui a été fait par l'entraîneur. Alors que Salinas savoure sa victoire, Phoenix, de son côté, ne se remettra pas d'aussitôt de cette nouvelle débâcle. Nous changeons de discipline pour parler de football. Pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la CAF, le FC Mounana recevait la SEC Mimosa d'Abidjan au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Victoire des Gabonais sur un score de 2 buts à 1. Images et commentaires, Yasser Nicolando. Stade de l'amitié sino-gabonais d'Angondje, 15h30. Ici, le FC Mounana reçoit la SEC Mimosa d'Abidjan pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football total. Éliminés au second tour de la Ligue des champions africaine, les Gabonais avaient à cœur de rectifier le tir. Les Mounanais vont s'approprier les installations en dominant la partie. Ils seront finalement récompensés à la 21e minute. Ochanga délivre les siens, 1 but à 0 pour le FC Mounana. Ce sera le score à la pause.
Au retour des vestiaires, les poulets du coach Binga vont garder le rythme et doubler la mise. 2-0, un but qui porte la signature de Semblé. Aristide Bansé, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017, fera son entrée à la 73e minute. Une entrée qui va peser sur la défense des Gabonais. Dosso profitera de cela pour retirer la marque à la 75e minute. 2-1. Plus rien ne sera fait. L'arbitre éthiopien mettra fin à la partie après les 90 minutes de temps de jeu réglementaire. Victoire du FC Mounana, 2-1. Malheureusement, j'étais blessé. Voilà. Du coup, je ne vais pas prendre les risques de faire jouer les 90 minutes. Moi, en tout cas, le plus important, c'est ce que je retiens ce soir. C'est le dernier but qu'on marque. Donc, je pense que chez nous, on va tout faire. Voilà. De toute façon, on va tout faire pour se qualifier. Pour moi, il n'y a jamais de petite équipe. C'est une équipe à prendre au sérieux. Je pense que ce match-là, ça se joue en aller-retour. On a perdu sur 2-1, voilà. Ils ont marqué 2 buts encaissés. Nous, on va tout faire pour gagner chez nous sans en prendre de buts. Merci. L'attaque va toujours travailler et puis essayer de travailler ce qui n'a pas marché au match aller pour mieux attaquer le match retour. C'est un très bon match pour juger mon niveau, vu que le championnat national a un peu perdu de son niveau. Donc c'est un très bon match, ce sont des matchs africains qui permettent de juger vraiment ton niveau aussi. Et avant de nous dire au revoir, votre rubrique Expression libre, voici la question qui vous a été posée. Comment appelle-t-on les habitants de Pau? Nous écoutons les éléments de réponse face à la caméra de Yasser Nicolando. Comment on appelle les habitants de Pau, une ville de France? Non, moi je ne sais pas les habitants de Pau. Aucune idée. De quoi? Pau. C'est une ville de la France. Je suis gabonais, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Donc vous ne connaissez pas comment on appelle ça? Je ne connais pas. On appelle les habitants de Pau. De Pau. Pau, c'est où d'abord? C'est une ville de France. Comment on appelle ces habitants? Pautistes. Merci. Je vous en prie. Une ville de France. Comment appelle-t-on les habitants de Pau? De Pau. C'est une ville de France. Comment on appelle ces habitants? Les habitants de Pau. Pau. En France. Je n'ai aucune idée. Il fallait tout simplement nous proposer les Pauniens. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Prochain rendez-vous de l'actualité, 7h, 12h30. Bonne nuit chez vous.